Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste fret. Je donne le nom de l'auteur. Oui, il y a trois parties. Juste après avoir lu ces quelques vers, je vous donne tout de suite après le nom de l'auteur. Trois parties. Je disais trois parties dans ce funeste fret numéro 28. La première qui sera, on peut dire ça, une annexe du précédent, de notre numéro de la semaine dernière. Je vais enfin, oui, je l'ai déjà, ça a été dur, hein. Je m'étais dit, je voulais absolument me le procurer. Là où je l'ai fait, sûr que oui, je ne serai pas obligé de devoir passer commande, mais mon timing a enfin rendu la chose possible. Je l'ai et vous allez le voir, le nouveau livre, le dernier livre, l'Odyssée chinoise de notre ami Bruno Guig. Et puis, je vous montrerai une autre, encore une nouveauté, et ce sera prétexte à vous lire notre texte de clôture qui nous entraînera dans les... Oui, un texte écrit dans les années 20, quelque part, du côté d'Honfleur, en Normandie, dans les années 20 du siècle dernier. J'espère que ça vous plaira. Un texte de Lucie Delarue Mardrus. Alors, nos vers, permettez, je retrouve mes... Ben, je les ai, hein, mes bigleuses. Et voici, je vous donne le nom après. Il y a, et de quel ouvrage c'est tiré aussi, toutes les références pour tous les bouquins, comme d'hab, en partie description de notre vidéo, où je mets, et en commentaire aussi, volontiers, des choses qui, en cours de route, m'auraient échappé. Donc, si ça vous dit, allez faire un petit tour, en partie description et en comment après. Il y a une ivresse dans le combat. Il y a une ivresse dans le combat au bord du sombre précipice. Dans le déchaînement de l'orage, les flots mugissants, les ténèbres, les vents impétueux du désert et dans le souffle de la peste. Tout ce qui nous menace de mort garde pour le cœur de l'homme un attrait mystérieux. Serait-ce le gage de l'immortalité? Pouchkine, Alexandre Pouchkine, et ses vers sont rapportés, nous en parlions de lui, nous en parlions la semaine dernière dans notre numéro précédent. Léon Chestov, un livre qui avait été publié il y a quelques années déjà, vous aurez l'année exacte en partie description, dans cette très belle collection aux éditions L'Âge d'Homme, la collection Sophia, un livre de Léon Chestov, Spéculation et Révélation. Ce sera le premier, je vous le montre. Aux éditions L'Âge d'Homme, de, oui, la maison d'édition suisse du regretté Vlad Mitrievich. Léon Chestov dans Spéculation et Révélation, c'est un recueil d'articles qui oui, Chestov le clôture avec cette partie sur Pouchkine, et après nous avoir rapporté ses vers, il va, oui, il s'efforce de nous expliquer pourquoi on trouve déjà dans la littérature russe de Pouchkine, comme en germe, cette combinaison, et peut-être mieux, ce dépassement du réalisme et de l'idéalisme. Pouchkine, en y introduisant dans cette littérature, estime encore Chestov, oui, en y introduisant le réalisme, partant, y aurait introduit l'idéalisme. Et ce dépassement, ce serait il faudrait attendre pas la génération, et on y revient tout de suite, pas vraiment la génération de Gogol, pas vraiment Gogol, mais la génération suivante, pour sûr, cette combinaison, cette façon de faire se côtoyer au mieux, et puis de dépasser les deux, idéalisme et réalisme, à partir de la génération de Tolstoï, Dostoïevski. Et pourquoi pas Gogol? C'est que Gogol, lui, en dépit de tous ces, oh, on se risquera à dire, tous ces subterfuges dans son délire, dans son imagination, dans l'étrange, dans le fantastique chez lui, c'est que Chestov estime que Gogol se sera laissé, et contrairement
à Pouchkine qui lui, du tout, ne se serait pas, en dépit de sa fin tragique, ne se serait pas laissé faire, du tout, dans l'ensemble. Gogol se sera laissé vampirer, par son réalisme, par la question, de son réalisme. La question du réalisme, chez Gogol, un peu comme ma comparaison, dans quelques instants, elle va valoir. Ça vaudra ce que ça vaudra, mais quand on n'arrive pas à en sortir d'une manière de se formaliser, quand, à force de n'avoir manifestement pu, fréquenter que des individus pénibles ou des individus, nihilistes, on se dit: «La vie en société, toutes nos compromissions, tout, oui, tout ce qu'on fait, pour composer, avec ça, on se dit que la vie en société, la société, la vie en société, les rapports humains, immanquablement, oui, la vie en société, c'est ça ne peut être que ça, rien d'autre. De la même manière, et là encore, ça vaut ce que ça vaut. Si je ne suis pas en train, je ne pense pas en train de recommander un modus operandi où il est préférable d'avoir un maximum de relations. Oui, j'entends sur le plan affectif, de relations avant de choisir le bon partenaire. Je ne pense pas être en train de prêcher en faveur de ça, c'est pas mon intention, c'était pas mon intention en venant ici, mais dans l'hypothèse où vous auriez commencé relativement tard, où il aurait débuté relativement tard dans le cours de votre existence, votre parcours socio-affectif, ce ne sera sans doute pas très évident pour vous de, vous poser des barrières par rapport à ça, hein, de vous défaire de l'idée que ce qui affecte la configuration affectant, sur le plan relationnel, qui affecte votre quotidien relationnel, la vie de couple, vous vous dites: «La vie de couple, c'est forcément comme ça ne peut pas être autrement que comme ça», et on peut, d'une certaine manière, au bout du compte, se laisser vampiriser. Et Gogol, c'est ce qui est arrivé à Gogol, jusqu'au stade de la folie, pour ainsi dire, de l'autodestruction, hein. Impossible de se faire à l'idée d'une quelconque société positive, pour parler, je parle de façon, je ne dirais pas triviale, mais tout à fait générique, dans l'espoir de faire court, d'aller droit au but, oui, impossible. Si on regarde ce qui l'a jamais motivé Gogol à écrire dans le champ politique, oui, dans ce champ-là, qu'est-ce qui l'a motivé? À écrire pour la censure et l'esclavage, le servage, oui, pour la censure, des articles pour la censure, pour ça, et dans la foulée pour le servage, et il a fait encore plus fort, vous avez encore mieux. Vous irez voir, malheureusement, vous irez lire, on ne trouve ça, hélas, oui, malheureusement, on ne trouve ça que dans l'édition, à ma connaissance, dans notre langue, on ne trouve ça que dans l'édition de la Pléiade, dans sa correspondance, ces lettres qu'il envoie à cet ami, cette jeune amie noble, et la jeune amie, contrairement à Aksakoff, qui lui, assez rapidement, lui dira au sujet de la religion: «Bon, dégage avec ça, c'est certainement pas toi qui va m'apprendre quoi que ce soit en la matière, mon cher Gogol», oui, il lui aura vraisemblablement, dit ça en d'autres termes, mais encore une fois pour faire court, et la jeune amie noble qui, elle, n'aura jamais la la franchise de lui dire: «Bon, arrête, c'est insupportable, j'en peux plus». Toutes ces lettres, toutes ces pages qu'il consacre à ça pour lui donner des instructions, pour exercer, pour qu'elle puisse exercer le meilleur contrôle sur ses gens, sur son personnel, sur ses serfs, tout ce qu'elle doit faire, jusqu'à la façon dont elle doit opérer
En rédigeant des fiches, oui, des fichiers pour chaque personne, pour chaque individu, sur son profil, sur son caractère, sur ses relations, sur ce qu'il fait à telle ou telle heure, de la journée, jusque dans le moindre détail. Vous me direz, c'est complètement fou et oui, je pense qu'à côté de Gogol, Félix Dzerzhinsky, dont on vient de rehausser de partant, oui, dont on vient de remettre la statue à Moscou, Félix Dzerzhinsky, je pense que c'est quelqu'un qui ne devait avoir, à côté de Gogol, aucun attrait particulier, pour la curiosité, hein, et prenez Pouchkine en vis-à-vis. On disait, Pouchkine, vous passiez sans le connaître plus que ça, hein, sans même être au courant de qui c'était, de ce qu'il pouvait déjà, de son vivant, représenter, passer quelques instants en sa compagnie et on dit que vous vous sentiez complètement comme requinqué, comme régénéré, comme si il était il était l'incarnation, en soi, l'incarnation de la foi, tout simplement, on dira ça, de la foi en un avenir meilleur possible, pour l'humanité et déjà pour retomber dans ses rapports à lui avec Gogol, la foi ou si c'est authentique, hein, ce qu'on a rapporté. Hein, et Gogol, dans la conversation, à un moment donné, lui dit à Pouchkine, Moi, je ne suis qu'un misérable. Pouchkine qui réplique, Ah, ça, c'est un bon début, ça. Vous voyez, hein, et on va petit à petit, nous parlions de cette matrice, de ce qui était en germe dans ce dépassement du réalisme et de l'idéalisme, de ce qui était déjà en germe dans les écrits de Pouchkine. On vient d'évoquer son humanisme plus fort que ça, hein. Je crois cette façon qu'il avait d'incarner cette foi en un avenir meilleur et qui le rend encore aujourd'hui précieux auprès de tant et tant, et pas seulement dans son pays natal. Et peut-être bien que pour ce qui est de cette universalité, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est le point de vue de Chestov. Il estimait que pour la production littéraire, sur le plan européen, dans pas mal de contrées, pour ainsi dire, un peu partout, il observait comme une espèce de clivage entre, il y avait des auteurs qui, s'activaient autour de valeurs humanistes, nous dirons idéalistes, autour de valeurs, de l'exaltation de ces valeurs et à côté de ça, d'autres qui s'activaient autour, du réalisme et l'influence bénéfique exercée, c'est là que se situerait l'influence la plus bénéfique de la littérature russe, sur les autres, à partir de cette époque, et pour retomber sur lui, peut-être que François Mauriac, qu'on n'est pas tenté de désigner en priorité comme un auteur, particulièrement progressiste, peut-être que François Mauriac aura, à un moment donné aussi, apporté sa lumière là-dessus lorsqu'il estimait, il écrivait que l'enjeu de l'écrivain, comprenez l'enjeu du romancier, c'est de restituer, de rendre évidente cette universalité, l'universalité de ce petit monde étroit, disait-il, Mauriac, de ce petit monde étroit où nous sommes nés. C'était peut-être sa manière d'apporter son éclairage sur la question, sur cette question du dépassement de l'idéalisme et du réalisme. Bref, si vous arrivez à vous procurer comme moi ce recueil de Léon Chestov, vous irez lire l'article sur Pouchkine dans son intégralité. Et ça me fait songer à une interview, oui, c'est pour sûr, c'est une des meilleures que j'aurais visionné cette année sur YouTube. Je la mets en lien, hein.
À la fin, oui, là, je la mets carrément en lien à la fin de ce numéro, vous irez l'écouter si ça vous dit. Le comédien britannique Ralph Fiennes, au sujet, de d'une représentation à l'opéra d'Eugène Onégine, de la transposition, l'adaptation de Tchaïkovski d'après Pouchkine, Eugène Onégine et heu, c'est c'est rare. En tout cas, ça devient, rare. Je n'avais, pour ainsi dire, jamais entendu une une aussi belle façon de s'exprimer, d'avoir saisi l'universalité, oui, ou si vous préférez l'universalisme de cette littérature russe dans la bouche d'un artiste occidental, oui, d'un comédien occidental, Ralph Fiennes, au sujet d'Eugène Onégine, du drame d'Onégine. Pourquoi, même si on se retrouve dans ces personnages, même si nos parcours ont été sensiblement différents, pourquoi on n'éprouve pas de difficulté à se reconnaître, je n'ai pas dit s'identifier, mais déjà se reconnaître, pas mal se reconnaître en eux, en elles, pourquoi c'est pas dur de comprendre, pourquoi ça se passe si mal entre Tatiana et Onégine, et puis mieux encore ici, quand il revient, déjà vieux con, et qu'il voit, ah, quand il voit Tatiana pimpante, rayonnante, brillante, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, comme un astre, oui, un astre, Tatiana. Pourquoi on n'a aucune difficulté à comprendre comment il réalise que c'était peut-être, oui, déjà ça, que c'était peut-être pas nécessaire, à un moment, au passage, de provoquer et de tuer en duel son meilleur pote. Pour une question de jalousie, hein, pour, que la meuf, puisse le voir et puisse réaliser encore mieux à quel point: «Je ne suis pas un mec bien, je ne suis pas un mec pour toi», hein, voilà, pour bien lui montrer. C'était peut-être pas nécessaire ça, et enfin, comme c'était bien dit dans cette interview, Ralph Fiennes, oui, vous irez l'écouter, cette façon dont on se rend compte qu'on, oui, toutes et tous, on a on a le tort, d'avoir refermé tout au sortir de notre enfance, de ne pas avoir laissé ne serait-ce qu'une porte, entrouverte. Oui, au sortir de l'enfance, de d'avoir voulu, comme les refermer toutes, à quel point c'était con, à quel point ce n'était pas à faire. Oui, allez écouter l'interview de Ralph Fiennes, et je vais enchaîner avec le livre de Bruno Guig dans quelques secondes. Je ne parlerai pas d'exploits me concernant, mais question de timing, hein. Je vous ai promis à je ne sais combien de reprises déjà, de vous le montrer enfin. Bon, maintenant on l'a. Il a élu domicile chez nous, notre exemplaire. Il risque pas de s'envoler. Alors voici l'Odyssée chinoise de notre ami Bruno. L'Odyssée chinoise, je vous l'avais déjà mentionné, le sous-titre, et ça commence à partir des fondements, des bases de, oui, la fondation du mouvement ouvrier chinois, dans l'Odyssée chinoise, sous-titré de Mao Zedong à Xi Jinping. Ah, j'ai pas mal. On ne se connaît pas, à vrai dire, plus que ça. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion d'échanger beaucoup, hein. Je suis d'un naturel discret, je dois dire. Mais j'ai beaucoup de sympathie avec Bruno. Là non plus, nos parcours ne sont pas comparables, hein. C'est un énarque universitaire de formation, mais on a tout de même, lui et moi, là aussi, il y a tout de même quelque chose qui se rapproche. Lui, c'était plutôt pour des motifs institutionnels, idéologiques, politiques. Moi, c'était davantage personnel, socio-professionnel. Mais oui, ce qui nous est arrivé à un moment dans le cours
de nos parcours à l'un et l'autre, ce petit côté, je me risquerais à dire, si vous avez lu la série, vous comprendrez tout de suite notre petit côté à l'un et l'autre. Lieutenant Blueberry, si vous découvrez cette BD avec frénésie dans votre jeunesse, attention, ce personnage de Blueberry, il porte la poisse. Oui, il a la réputation, comme Angélique Marquise des Anges, mais la réputation de porter la poisse. Bon, allez, redevenons sérieux, hein. Je ne sais pas s'il faut accorder autant de crédit à des légendes, hein, autour de malédictions affectant tel ou tel personnage, telle ou telle création artistique, mais bon, des fois, ça peut. Là encore, ça peut se retrouver. Et quand je vous dis redevenons sérieux, c'est en priorité dans l'espoir de pouvoir, oui, j'espère vous faire la meilleure lecture possible, un kaléidoscope, hein. J'ai pas encore eu le temps, j'en ai fait l'acquisition il y a 48 heures à peine, je n'ai pas pu en venir à bout, encore. D'autant que j'ai fait l'acquisition d'un autre bouquin que j'ai assez bien parcouru sans pouvoir l'achever davantage. Vous l'aurez saisi, mais que j'aimerais vous montrer pareillement dans quelques instants. Alors, un kaléidoscope, quelques fragments. On enchaîne. Hum, Là aussi, j'espère que ça vous plaira de cette manière. Quelques fragments du livre de Bruno dans la partie qui s'intitule La nouvelle ère, tout d'abord. Depuis 20 ans, les résultats sont tangibles. La contribution de la Chine est d'avoir détruit le mythe selon lequel les droits de propriété publique ne peuvent pas se mêler à l'économie de marché, car les résultats éblouissants de 30 ans de réformes économiques en Chine ont prouvé que l'on peut à la fois développer l'économie de marché et renforcer l'économie publique, observe Yang Yilong. Au total, la concentration des trois catégories de capitaux, à savoir capital foncier, capital industriel, capital financier, entre les mains de l'État, semble plaider en faveur du socialisme chinois. En régime capitaliste, le ressort essentiel du pouvoir sur l'économie est bien le pouvoir sur le capital. Et c'est la configuration du capital qui conditionne la capacité, ou le cas échéant, l'incapacité du politique à agir à agir sur la vie économique. En Chine, c'est l'inverse. L'État, dirigé par le parti, a les moyens de mettre en œuvre une planification multiforme et ambitieuse, parce qu'il domine la configuration du capital, résume pour sa part Nathan Sperber. En occupant les hauteurs stratégiques de l'économie, l'État chinois s'assure de la bonne marche de l'appareil productif dans la perspective d'un développement coordonné. Alors, un autre fragment, toujours dans le même chapitre, la nouvelle ère. Le parti entend promouvoir les valeurs civiques au moment où l'individualisme, sous l'effet de la libéralisation économique, a le vent en poupe dans une société de tradition holiste comme la société chinoise. Cette injonction n'est pas nouvelle. La tonalité confucéenne du propos n'est guère plus surprenante, même si la référence explicite aux valeurs familiales signale un changement de cap après 30 ans de contrôle des naissances. En Chine, c'est la société qui est première, écrit le sinologue Léon Vandermerch. Les droits appartiennent à la société et les devoirs à la personne. La personne est d'abord reconnue comme dépendante d'ensembles collectifs dont elle est membre. La famille, le clan, le village, le district ou l'unité de travail. La Chine actuelle n'est plus la Chine impériale, mais la primauté de la collectivité sur l'individu. La primauté de la collectivité sur l'individu est une constante anthropologique de la civilisation, bien sûr, de la civilisation chinoise.
Alors, la Chine n'hésite pas, par ailleurs, la Chine n'hésite pas, écrit encore Bruno, la Chine n'hésite pas à soutenir les pays d'accueil lorsqu'ils sanctionnent, oui, lorsqu'ils sanctionnent des entreprises chinoises soupçonnées d'agissements illégaux. Le dernier exemple en date, c'est l'exploitation minière en République démocratique du Congo. En septembre 2021, le gouverneur du Sud Kivu a suspendu les droits d'exploitation de 6 sociétés minières chinoises. La réaction des autorités chinoises a été immédiate. Le directeur du département Afrique, du ministère chinois des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en RDC ont approuvé cette mesure et ont immédiatement demandé à ces entreprises de quitter les lieux. Ils ont ajouté que ces entreprises seraient punies par le gouvernement chinois et que ce dernier ne permettra jamais, jamais aux sociétés chinoises de violer les réglementations locales. Et enfin, pour terminer, oui, comme je l'appelais, notre kaléidoscope, lorsqu'ils décrivent la Chine, en revanche, oui, non, là c'est dans le chapitre qui s'intitule Le rêve chinois. À un moment, on peut lire lorsqu'ils décrivent la Chine, les médias occidentaux. Ces médias emploient des termes qui oscillent toujours entre la crainte et le mépris. Emportée par sa volonté revancharde, la Chine voudrait effacer à tout prix les humiliations subies dans le passé, assoiffée de richesse, elle n'aurait de cesse de jeter ses tentacules sur la planète entière. Affichant un pacifisme de façade, elle serait en réalité d'une brutalité sourde, qu'on soupçonne prête à exploser derrière les faux semblants d'un discours lénifiant. Une façon de dépeindre la Chine pourtant qui n'est pas nouvelle. L'imagerie coloniale représentait déjà l'Empire chinois au XIXe siècle sous les traits d'une cruauté raffinée. En suscitant l'effroi et la répugnance pour ce peuple fourbe, on justifiait à peu de frais les traités inégaux et le partage du gâteau chinois. L'anticommunisme de guerre froide, à son tour, dépeignait une Chine rouge, prête à se jeter sur l'Asie pour la transformer en enfer tropical. Aujourd'hui, on lui prête encore une violence dissimulée, mais en y ajoutant un appétit de domination insatiable. Nouvelle version du péril jaune. Puissance montante, la Chine voudrait nous faire payer le prix de son ascension irrésistible, imposer son modèle, promouvoir ses valeurs, s'ériger en exemple destiné à l'imitation des nations. Bruno Guig, l'Odyssée chinoise, et c'est paru chez nos amis de chez Delga. Ce que je viens de lire, je pense que oui, si vous suivez attentivement, bon, on n'est pas au cours ici, mais bon, dit comme ça, entre nous, hein, en toute décontraction, si vous me... Oui, en toute décontraction, mais si vous me suivez néanmoins attentivement, m'accorder cet honneur, la transition, elle va s'imposer de soi avec l'autre bouquin dont j'ai fait l'acquisition il y a 2 jours. Et là, je me dis, oui, on retourne encore quelques instants du côté de la Russie. Vous allez saisir pourquoi je parle de transition, de lien qui s'impose avec le dernier fragment que je vous ai lu de Bruno. Et là, c'est un livre, je me risquerai à dire ici que, oui, dans d'autres contextes au sujet d'autres productions, on pourrait dire que ça va tout déchirer, ça va tout défoncer, ce texte de retrouver de 1941 du philosophe Kojève, Alexandre Kojève. Le livre que vous allez voir est sorti en même temps. C'est un livre que l'on doit à Nicolas Rambert. Oui, Rambert Nicolas a écrit un livre destiné à accompagner la première édition d'un inédit de Kojève sur philosophie et phénoménologie. Et on a estimé bon, en effet, d'adjoindre à cet inédit de Kojève de 1941 cet essai de notre auteur,
de monsieur Nicolas Rambert et on lui a donné, dites-vous bien, que ça va bien au-delà des considérations que vous pouvez entretenir autour, pour ou contre euh, celui qui fut entre 1922 et 1953 le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS. C'est un titre, pour cet essai, c'est un titre choisi, sans doute, pour attirer l'attention. La conscience de Staline, sous-titré Kojève et la philosophie russe, à la NRF. Oui, ben, c'est inespéré. Chez un éditeur ayant, c'est le moins qu'on puisse dire, pignon sur rue, hein, oui, en matière de littérature, une des premières maisons d'édition sur le plan mondial qui nous sort. À l'heure où nous sommes, ce bouquin, hein, j'ai pas encore pu aller jusqu'au bout, hein, mais ce qu'il m'a déjà été ce que je peux déjà vous en rapporter, c'est oui, je parlais de liens de transition qui s'imposaient. On a peut-être tort aujourd'hui. Oui, je serais d'accord avec ça. Il est des fois, on a tort de vouloir assimiler au nazisme certains individus ou leurs discours. Ça, c'est clair on doit avoir immanquablement tort dans la société présente, mais ça n'enlève rien au fait que ils ont été nombreux. Oui, il est resté tout un monde qui n'a jamais digéré. Oui, qui n'aura jamais vraiment, ce ne sera jamais vraiment passé. La victoire sur le Troisième Reich, d'avoir brisé la colonne vertébrale de l'armée nazie, oui, de cette armée à Stalingrad. En 42-43, il est tout un monde qui peine à digérer et qui peinait tellement à digérer qu'ils se sont dit le meilleur moyen de se calmer, de se tranquilliser, et pensait-on de les tranquilliser eux, c'était de chercher à se persuader et de chercher à vouloir les persuader eux aussi, les persuader que de l'adversaire qu'ils avaient terrassé, ils étaient le jumeau. Ils n'étaient que le jumeau, avec les conséquences que ça a pu avoir à partir d'une époque. On me dira sur les incidences en matière ne serait-ce qu'en matière de confusion dans nos têtes, à partir de, oui, dans l'après 1956, hein, la confusion introduite, l'affaiblissement considérable dans le monde de ce qu'on appelait, ne serait-ce que ça, oui, le mouvement ouvrier. Et pas seulement ça, quand je vous dis que ce bouquin va tout déchirer, c'est les perspectives, je vous dis pas, hein, je viens de vous en donner une. Là aussi, je trouve que c'est fichtrement pas mal. J'espère vous avoir donné envie. La conscience de Staline, et vous verrez dans un de nos prochains numéros, je vous montrerai le livre de Kojève sur, oui, le livre de philosophie et de phénoménologie rédigé en 1941 par l'auteur également de nombre d'écrits sur Hegel et aussi ce livre sur l'autorité, Alexandre Kojève. En espérant n'avoir pas été trop brouillon, je vous ai expliqué dans un numéro précédent, je vous disais, j'aime bien m'exprimer j'aime pas quand c'est hyper préparé au millimètre près, comme si je vous avais devant moi. Et puis, c'est un exercice, j'ai pas souvent l'occasion, c'est la raison de l'existence de ce funeste, il ne m'est pas souvent donné de pouvoir m'entretenir de bouquins, de mes centres d'intérêt par extension. Ça m'est rarement, oui, ça m'est rarement donné. Ils ne sont pas légion et
Quand ça se produisait, lorsqu'il m'était donné de pouvoir rencontrer des personnes pour qui ça faisait assez rapidement mes choix, mes référentiels, mes bouquins, lorsque ça faisait pour eux assez, je ne dis pas nécessairement des non, je ne dis pas ça non plus, je ne dis pas nécessairement lorsque j'avais pour interlocuteur des personnes très cultivées, des personnes cultivées, mais pour qui ça faisait assez rapidement tilt, hélas. C'était, je dois l'avouer, très difficile d'arriver à avoir un échange normal plus d'une quinzaine de minutes. Ces personnes, tant ces personnes, et je n'ai pas toujours, attention, hein, je n'ai pas toujours été sur tous les plans un saint non plus, pour sûr, mais tant ces personnes, hélas, étaient sans jugement de valeur, mais tant, oui, par rapport à nos échanges, là, c'est clair que c'était foutu. Tant elles étaient sous l'emprise de, oui, de certaines substances, hein, et au bout d'un moment, c'est plus possible. Ou alors ça part complètement en couille, vous devez vous taper des délires mégalos, pas possible. Oui, ça part en couille, pour sûr. Bon, plutôt que, d'employer, ce genre de platitudes, en formulation, venons-en, vous avez vu, hein, ce livre, dites-moi si vous je vous montrerai, hein, il apparaîtra à l'écran, l'autre, celui de Kojève l'autre bouquin sorti cette semaine, sorti en même temps à la NRF, vous le verrez, et si vous souhaitez que je revienne là-dessus, sur le livre la conscience de Stahl, dites-le moi. Si ça vous intéresse, si franchement vous me le signifiez, vous me le dites, j'y reviendrai. J'ai pas nécessairement envie de vous imposer ou de trop vous imposer mes choix. Je reste très subjectif dans mes sélections, avec tout ce dont je dispose, la configuration dont je dispose, ça m'est difficile d'opérer autrement, mais j'essaie tout de même de varier, hein, vous l'aurez saisi, dans nos sélections. Et pour terminer, en guise de sélection, ce numéro, peut-être me suis-je gouré, j'ai dit 27 tout à l'heure, alors qu'on doit être dans le 28. Lucie de la rue Mardrus. Si ça vous dit de rester encore quelques minutes en notre compagnie, et surtout en la sienne, Lucie de la rue Mardrus. Une biographie lui a été consacrée il y a un petit paquet d'années déjà aussi, par Madame Hélène Plat, à notre Lucie. Je vais vous la montrer. La bio Lucie de la rue Mardrus, une femme de lettres. Là, c'était sous-titré de la sorte, une femme de lettres des années folles. Lucie de la rue Mardrus, biographie. L'auteur, l'autrice de notre texte de clôture dans quelques instants, nos funérailles à Honfleur, le texte qu'elle avait rédigé en 1921, pour le jour de ses funérailles. Lucie de la rue Mardrus fait partie des autrices, allez, optons pour le terme autrice, la prochaine fois, on va alterner avec auteur, avec E au féminin à la fin, oui, si vous y tenez. Oui, notre autrice fait partie de celles qui ont été regroupées par Charles Maurras dans son livre. Oui, j'ai une édition, vous le voyez. Je possède une édition qui a été reliée, s'était groupée avec son Avenir de l'intelligence à Charles, à Maurras. Et dans le livre qui suit l'Avenir de l'intelligence, il y a le romantisme féminin. Et notre Lucie était regroupée. Il y avait à ses côtés, il y avait la comtesse de Noailles, Madame de Régnier, René Vivien.
Oui, elles devaient être 4 au total, les autrices sélectionnées, analysées par Charles Maurras, dans ce à quoi il avait regroupé sous le titre du romantisme féminin, comme lui le voyait, l'analysait. Et la première chose qu'il nous dit, quand il attaque au sujet de Lucie, il nous dit, mmh, on ne peut exagérer le poids d'une lecture, oui, on ne peut exagérer le poids d'une lecture sur l'imagination solitaire d'une enfant vierge que le rayon de la poésie a touchée. Ouf, oui, il commençait comme ça, Maurras. Le jour où le livre suivant qui va apparaître à l'écran, le jour où on y reviendra sur celui-là, car aujourd'hui je me contente de vous le montrer, le livre de Lucie qui a été réédité il y a peu dans la collection L'Imaginaire, à la NRF, de nouveau à la NRF. Oui, et là ça s'appelle L'ange et les pervers. Donc le jour où il sera question de cet ange et de ces pervers, on en parlera plus en détail. On entrera dans le détail pour ça, pour sûr. Je reviendrai aussi sur, si vous voulez, je reviendrai aussi sur le livre de Maurras. Alors, ça, c'est pas son texte, c'est pas le plus connu d'elle, hein. Le plus connu, c'est Ex Voto, où l'on donne une des plus belles descriptions de pêcheurs. Oui, pêcheurs en eau, hein, en mer, comprenez, chez elle, du côté de Honfleur, en Normandie, un des plus beaux livres ayant jamais été écrit, sur cette profession-là et sur les pêcheurs du côté de Honfleur, oui, Ex Voto. Ex Voto, ça c'est le plus connu d'elle. Et ici, à découvrir, le cas échéant, pour vous à découvrir le cas échéant. Et on y revient, comme je vous l'ai dit, comme je vous le promets, dans la collection de l'imaginaire. Ça s'appelle L'ange et les pervers. Ne pas donner à des lecteurs. Oui, c'est que voyez-vous, je suis un homme sérieux, hein, investi du sens. J'ai été dans l'enseignement, même si ça n'a pas toujours ravi, manifestement, ça n'a pas toujours ravi tout le monde, hein, mais un certain sens des responsabilités. Livres nous diront à ne pas mettre dans des mains trop jeunes, pas en dessous de 16 ans. Hein. Top là, on dira ça. 16 ans. Et si partant, ce texte, très touchant pour sûr, Lucie Delarue Mardrus, le texte qu'elle avait prévu pour ses obsèques. Et je ne vous ai pas montré, oui, j'en ai retiré, pourquoi pas, puisque je l'avais près de moi. Apparaîtra à l'écran aussi, non pas un livre de Lucie, mais un bouquin, une transposition des Mille et une nuits de son époux. Et ils divorceront après plus d'une vingtaine d'années de mariage, vers 1923. Elle avait épousé à un moment donné un personnage haut en couleur, connu pour être le traducteur de la version sans doute la plus orientaliste, je préfère la plus sensualiste et symboliste, partant des Mille et une nuits, hein, ce personnage qui était né au Caire, d'origine arménienne, qui se disait musulman de naissance, mais parisien d'adoption, c'était Monsieur Mardrus. Oui, Mardrus. Alors, les Mille et une nuits, ces contes des Mille et une nuits, vous pouvez vous procurer. Oh, moi, oui, j'en possède trois. Quatre, oui, oui, plus exactement quatre. Il y a celle de René Kayam, oui, oui, celle de René Kayam, qui est très, très sérieuse, qui
Assez, oui, assez rigoureuse sur le plan scientifique, ce qu'on peut dire aussi de l'édition récente, celle de Khayyam. Je mets le nom de l'éditeur en description. L'édition récente en folio, c'est celle il nous a quittés il n'y a pas longtemps, André Miquiel, hein. Là, c'est, oui, c'est rigoureux, c'est très, très scientifique. Antoine Galland au XVIIIe siècle, là, c'est les mille et une nuits dans la langue du XVIIIe siècle. Et puis, entre Galland et les traductions les plus récentes, il y a celle-ci, il y a celle de Mardrus. Une édition de Mardrus, Les Mille et Une Nuits, façon Mardrus, et vous l'avez vu, c'est toujours disponible dans cette collection, oui. Dans la collection bouquins, chez Robert Laffont, je retrouve, c'est dans ma bio, je dois retrouver autour de moi, ici, voilà, pardonnez-moi. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Si ça va dans l'ensemble, on poste comme ça. Si vous aimez ce que nous faisons, c'est pas interdit de s'abonner, de liker, de partager auprès de personnes que nos thématiques pourraient intéresser, à qui ça pourrait parler. Ça non plus, c'est pas interdit. Merci de m'avoir suivi et je vais dans ce texte que Madame Hélène Plat avait mis en annexe de son ouvrage biographique sur Lucie de la rue Mardrus. Le 6 octobre 1921, celle-ci, à Honfleur, prenait la plume et écrivait ce qui suit. Écrit, oui, écrit dans la plénitude de ma force et la possession parfaite de ma pensée. Ceci est le discours que je me fais moi-même sur ma tombe. J'ai demandé la messe, les fleurs, la foule, la musique, parce qu'on ne saurait déployer trop de faste et d'amitié pour conduire à l'oubli définitif un être humain qui fut longtemps vivant et investi de la grande autorité de la présence réelle. La mort, nous ne savons pas ce qu'elle est pour les morts, mais elle est pour les vivants une sorte de fête sombre qui exalte le cœur le plus dur ou le plus rudimentaire. J'ai toujours vu que les enterrements, avec leur cérémonial, remuaient les gens quels qu'ils fussent. C'est que la vue des funérailles les approche pour un instant très près du mystère, auquel personne n'est indifférent, puisque tout le monde doit mourir. Vous qui écoutez ici, je vous parle aujourd'hui, à travers le temps, court ou long, qui aura séparé cet écrit de ma mort, que je sois parti encore jeune ou mûr ou vieille, c'est mon bel âge qui vous parle aujourd'hui. Au moment où j'écris ceci, j'ai pris un parti. Les ruades et les galopades du poulain sont calmées. Mes scepticismes sont plutôt des expériences. Ils ne m'ont pas desséché ni refroidi. Au contraire, mais ils m'ont appris à me posséder, comme un virtuose possède son instrument. Je pardonne volontiers à ceux qui m'ont jugé superficiellement parce qu'ils n'ont pas connu ma vérité. Qui donc connaît la vérité d'autrui? Voilà donc ce que je confesse, les tâtonnements de mon âme qui toujours a cherché comme une flamme la nourriture de son feu furieux et dévorateur m'ont porté, certes, dans toutes sortes de directions. Et peut-être, en cherchant dans mon existence, y trouverait-on de quoi juger sévèrement mon passé amour, ou plutôt recherché perdu de l'amour à travers les créatures. Ce que j'ai cherché dans les créatures, c'est ce qu'elles ont en elles de divin. Toute ma vie a brûlé vers le divin. Longtemps, je l'ai voulu trouver dans une croyance qui fait le bonheur de chrétien et qui m'a toujours obstinément fui. Je n'ai pas été croyante, mais j'ai envié et profondément respecté la croyance. Je l'ai aimée comme un fruit défendu et c'est pourquoi j'ai voulu que ma mort fût entourée de cette beauté catholique
qui ne fut jamais sur mon âme, hélas, qu'un admirable et touchant spectacle. Amour, amour, je ne t'ai jamais respiré de plus près que dans les églises. Jamais je ne fus plus proche de ton souffle que dans la musique religieuse. Et toi, mort que j'ai aimé autant que l'amour, je ne t'ai pas connu de plus belle maison que l'église et de plus belle fête que celle du deuil, quand le dies irae et le de profundis exaltaient mon cœur assoiffé d'éternité. Donc, comme les autres, j'ai fait des bêtises dans mon jeune âge. Je ne les regrette ni ne les renie. Elles m'ont approché aussi de la beauté. Aussi, et m'apprenant à vivre, m'ont instruite. À présent, revenu des tristes écoles de la passion, je suis parvenu jusqu'à une sorte d'ascétisme laïque, cherchant, à défaut de mieux, le plus de perfection possible sur cette terre. Ayant toujours été honnête, comme un homme, ayant toujours cherché pour les autres comme pour moi-même la justice et la liberté, ayant voulu de toutes mes forces devenir de plus en plus indulgente, d'une indulgence énergique et motivée, pour mes pauvres frères de misère, les humains, j'en suis actuellement arrivé à cultiver toutes ces tendances naturelles comme un art, à en faire le but vrai, la grande raison d'être de ma vie. Être propre en face de sa conscience profonde, être bon en face de son cœur caché, n'est-ce pas, quand on ne peut pas croire, une manière de pratiquer quand même, une manière de satisfaire à cette religiosité, à ce mysticisme dont on fut toujours tourmenté. Mes frères humains, vous qui êtes encore des vivants autour de ce petit abîme où vous m'avez mise, vous êtes malheureux tous, chacun de vous en cette minute peut regarder dans sa vie, il y trouvera la misère silencieuse, le chagrin tue, le souci inavoué, en un mot la chose qui fait mal. Et vous êtes là, et moi je vous ai aimé, et j'ai cherché à vous aimer. Tout cela, ce n'est pas pour faire mon éloge funèbre que je le dis, mais pour que vous sachiez qui est là, dans ce tombeau, car vous m'avez vu le plus souvent en public, et certes, vous m'avez méconnu parce que j'étais très connu, mais vous ne m'avez pas vu quand j'étais seul. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'étais au coin de mon feu. Vous n'avez pas pu comprendre que ma solitude, parfois, était aussi profonde, plus profonde, qui sait, que celle qui va commencer pour moi tout à l'heure quand vous serez dispersés et qu'on me recouvrira pour toujours. Car l'éternité, nous ne savons pas ce que c'est, ou du moins moi je ne sais pas ce que c'est, et c'est pour cela que dès cette terre, j'ai voulu réaliser mon au-delà, le seul peut-être qui soit sûr. Mon au-delà, c'est ma vie. Écoutez, voici donc la dernière fois que je parais en public, que ma voix s'élève, ultime, pour vous dire, autant que vous me quittiez ceci, que ceux, que ceux qui croient en mémoire de moi se remettent à lire les évangiles, parce qu'ils en deviendront meilleurs, que ceux qui ne croient pas essaient, comme moi, d'avoir foi en la vie, en la beauté, en la bonté, en la beauté, en la bonté, en la simplicité. Encore un mot, le dernier. Je vous demande de me croire sur le bord de cette tombe. Quelle qu'a été ma vie, dans tous mes actes, bons ou mauvais, je n'ai jamais été profondément, innocemment, éperdument que ceci, un poète, un poète. Et maintenant, contrairement aux coutumes funèbres, c'est moi qui, du fond de cette fosse où je vais descendre, vous crie pour la dernière fois adieu, peut-être, au revoir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Lucie de la rue Mardrus. Lucie, oui, prit congé de ce monde. Nous étions
Très exactement, nous étions 13 jours avant la fin d'une longue guerre, civile entre autres, en Europe. Vous pouvez voir son tombeau. Pour son tombeau, il faut se rendre au cimetière, le cimetière Sainte-Catherine de Honfleur. Oui, 13 jours avant la fin d'une guerre civile, entre autres. C'est dingue. Il y a On retrouve toujours quelque part, comme de la neige en avril. Merci à vous et à bientôt.